faut accepter de toute façon le regard des autres sur le fait que on vient s'injecter de l'insuline. Bienvenue dans Yaka, le podcast qui te fait oser. Un podcast proposé par Abeille Assurance. Je peux pas le faire, j'ose pas, allez plus tard. Je vais pas y arriver. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Non, plus tard. Plus tard. Yaka Faucon. Yaka. 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 Épisode numéro 1. Déclarer mon handicap à mon employeur, je l'ai fait. « 9 millions. C'est le nombre de personnes avec un handicap invisible parmi les 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Mais c'est quoi au juste un handicap invisible ? C'est cette maladie invalidante comme la sclérose en plaques. C'est aussi ce trouble psychique, cognitif comme la dyslexie, ou ce trouble sensoriel comme la perte de l'audition. Ce sont aussi ces incompréhensions qui débouchent parfois sur des préjugés. C'est dans ta tête. Tu pourrais faire un effort. Si dans son entourage proche, les choses peuvent être moins taboues, qu'en est-il sur le lieu de travail ? Pas toujours simple à déclarer à son employeur, le handicap invisible est mis en sourdine, minimisé dans une volonté de se fondre dans la masse. Pourtant, le salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la fameuse RQTH, peut profiter d'aménagements pour travailler dans de meilleures conditions. Horaires, financement de matériel professionnel ou encore jours de congé spécifiques pour des rendez-vous médicaux. Déclarer son handicap invisible à son employeur, c'est possible. Cédric l'a fait. Il nous raconte son Yaka. Bonjour Cédric. Bonjour Alicia. Comment vas-tu ? Eh bien, très bien, je te remercie. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Donc Cédric Petit, j'ai 40 ans, pacsé, 2 enfants, et je suis inspecteur en assurance agricole au sein d'Abeille Assurance. Ok, très bien. Nous allons passer un petit moment ensemble autour d'un thé pour moi et une bouteille d'eau pour toi, pour discuter handicap au travail. Donc, c'est un sujet que tu connais bien puisque tu bénéficies de la RQTH. Mais avant d'aller dans le détail de cette déclaration, peux-tu m'en dire un petit peu plus à propos de ton handicap invisible ? On va dire à titre plus personnel dans un premier temps. Tout à fait. En fait, mon handicap invisible s'est déclaré assez récemment, puisque ça va faire un peu plus d'1 an maintenant qu'il s'est déclaré. J'ai donc une maladie auto-immune où dès lors que je mange, je suis obligé de m'injecter de l'insuline. Ok. Ça, c'est relatif au diabète de type 1, c'est ça ? Exactement. Qui est plus rare que le diabète de type 2. Tout à fait. Qui concerne 90% de la population, je crois. C'est ça. Et les types 1, un peu moins de, on va dire 8%, et touche plus particulièrement les jeunes. Donc logiquement, ça se déclenche plutôt avant 20 ans. Ouais. Moi, j'ai pris un peu plus de temps avant que ça, un peu de marge. Okay. Mais voilà. Quel impact ça peut avoir dans ta vie de tous les jours ? J'imagine de gros impacts, non ? Alors l'impact, il est quotidien, où en fait, moi je le résume concrètement à l'insouciance de manger ce que l'on veut, que je pouvais avoir auparavant, un peu comme monsieur tout le monde. On perd cette insouciance, tout simplement parce que dès lors qu'on consomme quelque chose, faut se poser la question, je mange quoi en termes de sucre ? Puisqu'en fait, derrière, il faut s'injecter l'insuline pour éviter les pics de glycémie et les complications qui peuvent aller avec. Ok, je vois très bien. Il y a cette idée reçue qui tient bon, tu sais, tout le monde va le savoir. Je vais être étiqueté RQTH, y compris dans ma vie privée. Alors que une RQTH n'a aucune conséquence sur la sphère privée. Il n'y a pas de mention de statut dans les questionnaires de banque, d'assurance, de mutuelle, par exemple. Et elle n'a pas d'impact non plus sur les cotisations et sur la crédibilité en cas de demande de prêt. Est-ce que toi, tu as eu aussi ce genre d'inquiétude quand tu as fait ta déclaration ? Est-ce que tu as eu un frein en te disant « Oula, est-ce que ça va pas me mettre des bâtons dans les roues d'un point de vue personnel, des démarches administratives du quotidien, par exemple ?» Alors moi, je l'ai pas vu du tout comme un frein, mais plutôt à me dire autant le faire dans la foulée et être libéré entre guillemets de toutes les démarches, on va dire administratives quand ça nous tombe dessus. Et après en plus une formalité assez simple qui concrètement
je voyais pas d'impact négatif, hormis devenir plutôt un garde-fou pour d'éventuelles complications par la suite. Et au travail, j'imagine que ça n'a pas dû être évident de mettre en sourdine ce handicap, puisqu'il demande d'avoir des injections à chaque fois que tu manges. Est-ce que ça t'a mis dans une position un peu malaisante, ou est-ce que tu as plutôt été du genre à jouer carte sur table avec ton employeur? Quelle a été ta posture? En fait, la posture, elle a été vraiment d'être transparent parce que, en plus, cet handicap invisible peut générer éventuellement des complications avec un risque d'hypoglycémie et éventuellement de malaise si on pilote mal sa glycémie pendant son activité. Donc, vaut mieux être en fait sur ce handicap-là un peu transparent, sachant que concrètement, il n'y a rien d'anormal à afficher cette problématique, pour également que l'entourage soit en capacité éventuellement de réagir s'il y avait une complication. Après, j'ai un dispositif que j'ai avec moi, donc si je suis avec quelqu'un et que je sais que je peux y avoir un risque d'hypoglycémie, autant que je le prévienne pour qu'il sache réagir, plutôt que après devoir partir dans des grandes problématiques et devoir appeler les pompiers pour une réanimation ou autre. Donc en 2022, tu décides de déclarer ton handicap à ton employeur. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de franchir le pas? Est-ce que c'est plutôt ton entourage personnel qui t'y a poussé? Est-ce que c'est plutôt tes collègues, ton responsable? Alors moi, ça s'est fait, on va dire, naturellement du fait de l'accompagnement de ma référente RH. J'étais encore hospitalisé quand j'ai eu un premier échange avec elle pour expliquer un peu ce qu'il en était, lui transmettre mon arrêt et tout ça. Et vis-à-vis de ce que j'avais comme problématique, où j'étais transparent avec elle, elle m'a tout de suite évoqué le fait que c'était une maladie en fait qui était reconnue comme handicap, et m'a expliqué en fait la démarche de la RQTH que je connaissais pas du tout, puisque c'est une maladie auto-immune et sans référence au niveau familial, aucun cas de mon côté. Oui, donc t'avais pas d'historique, t'avais pas de personnes dans ta famille, et il n'y avait aucun élément qui aurait pu te mettre sur... Il n'y a pas d'hérédité en fait sur un diabète de type 1, à contrario d'un diabète de type 2, mais là c'est vraiment maladie auto-immune. Pas de bol, ça nous tombe dessus, faut faire avec, et puis voilà. Donc moi c'est vraiment l'accompagnement et l'explication en fait de toute cette démarche qui m'a orienté, donc ma référente m'a orienté après sur la personne référente handicap au sein de l'entreprise, et donc tout ce qui m'a été expliqué, je voyais pas de complications à faire cette démarche, hormis ce que je disais tout à l'heure, avoir en gros un garde-fou pour d'éventuelles complications sur de l'aménagement de poste, des choses comme ça qui pourraient se générer par la suite, mais voilà, vu que c'est une démarche simple, je me suis dit autant la faire tant que j'y suis. Donc pas mal de feux verts. Complètement. Au final, très bien. Alors constituer son dossier RQTH demande pas mal de pièces justificatives, les délais peuvent être assez longs, de 4 à 12 mois. Malgré tout, on peut se faire aider par son médecin traitant, qui lui a les formulaires adéquats, ou par une assistante sociale. Pour toi, est-ce que ça a été facile de déclarer ton handicap? Bon, moi, clairement, ça a été, entre guillemets, facile, puisque c'était la période où j'avais pas mal d'échanges, de rendez-vous médicaux pour vérifier pas mal de choses. Donc j'en ai clairement profité, justement, pour pas que ça vienne s'accumuler par la suite, de cette rencontre avec mon médecin traitant, pour lui évoquer, faire le formulaire avec lui, et puis le transmettre moi derrière à la maison médicale du département pour que la démarche suive. Et comment ça s'est passé avec ton employeur? Est-ce que tu as eu un accompagnement à la suite de cette déclaration? En fait, l'accompagnement, il s'est fait dès lors que j'ai entamé la déclaration, parce que voilà, référent handicap m'avait évoqué déjà le principe, et dès lors que j'ai transmis ma demande, l'employeur en a déjà tenu compte
par exemple sur des rendez-vous médicaux que j'avais à cette période-là, avait déjà tenu compte que ma démarche était en voie d'enregistrement. Vu que j'avais été transparent aussi sur le handicap que j'avais, ça posait aucun problème et m'a déjà en fait délivré des jours spécifiques pour mes prises de rendez-vous. Donc l'accompagnement était total, même en amont pardon, de ma reconnaissance de handicap au sein de l'entreprise. Ok. Donc un parcours et pas d'embûche. Là, c'est plutôt fluide. Ouais, complètement, fluide. complètement. Alors concrètement, aujourd'hui, quels sont les dispositifs dont tu bénéficies? Alors moi, en termes de dispositifs particuliers au sein du travail, concrètement, aucun, puisque j'ai pas eu besoin d'aménagement de poste ou quoi que ce soit. Le fait de gérer mon handicap, on va dire normalement, sans complications, fait que je peux exercer mon métier comme il se doit. Alors si j'ai un dispositif, c'est que j'ai droit à 5 jours de congé pour des rendez-vous médicaux. Parce que mine de rien, le handicap fait qu'on a un suivi quand même assez drastique qui change du tout au tout, comme une personne comme moi, où je voyais clairement mon médecin une fois tous les 3 ans pour un certificat médical. Là maintenant, on voit des spécialistes ou autres plus fréquemment. Donc on dispose de jours supplémentaires pour ces rendez-vous-là. Mais après, au sein de, on va dire, pour aménager mon poste ou autre, rien de particulier. Ton métier t'invite à te déplacer pas mal. Ouais. Est-ce que là encore, il y a des réflexes, des choses que tu mets en place pour diminuer les impacts que ton handicap peut avoir? Alors moi, du coup, un diabétique de type 1 comme moi, en fait, on a des dispositifs, un capteur de glycémie, H24, qui nous permet de connaître notre glycémie en instant T et en même temps d'avoir des alertes en cas de risque d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. Donc ce qui nous permet, quand on a une alerte, d'intervenir, soit de se resucrer si on est en hypoglycémie, soit de s'injecter de l'insuline si on part en hyperglycémie. Donc voilà, j'ai ça qui me suit partout. Et puis mon insuline, puisque à chaque fois, moi, je suis en déplacement sur la journée, donc quand je suis avec moi les agents généraux, on mange au restaurant, je calcule mes sucres et je m'injecte l'insuline. Donc voilà, c'est ce dispositif moi qui me suit partout. Est-ce que ça t'a valu des remarques, peut-être des questions comme ça, un petit peu délicates? Indélicates, non, parce que voilà, je travaille avec des gens et puis l'entourage qui est quand même intelligent et qui, s'il se questionne, on le voit tout de suite au regard, de toute façon, s'il y a un questionnement. Donc, moi, naturellement, j'explique un peu la chose. Mais voilà, non, il n'y a pas eu de remarques désagréables. Alors après, faut accepter de toute façon le regard des autres sur le fait que on vient s'injecter de l'insuline. Ça peut poser c'est pas commun, ça peut poser question. Ouais. Et puis voilà. Alors faire cette déclaration RQTH, est-ce que ça équivaut à une sorte de contrat que tu passes avec ton employeur? Est-ce que tu lui dois des comptes? Donc, concernant la reconnaissance qualité travailleur handicapé, il n'y a pas de contrat en tant que tel, mais plutôt une relation gagnant-gagnant, j'ai envie de résumer. L'impact pour l'employé d'avoir des droits complémentaires et des garde-fous d'aménagement de poste, et en même temps côté employeur l'intégration au niveau du taux d'employabilité des personnes handicapées. Alors effectivement, la déclaration RQTH, comme tu viens de le dire, rentre dans le calcul du taux d'employabilité de certaines entreprises. Et ce taux est de 6%, défini par le gouvernement. Quel serait ton conseil pour passer de YACA à il n'y a plus qu'à? Moi, clairement, je dirais, de toute façon, ça reste une formalité administrative pour être reconnu travailleur handicapé. Derrière, il n'y a aucun impact sur la vie quotidienne, que ce soit privé, professionnel. On n'a pas une étiquette qui nous est collée dessus. Moi, quand je me balade dans les couloirs, personne ne va savoir que j'ai un handicap. Et c'est plutôt que ça apporte déjà des
ne serait-ce pour les rendez-vous médicaux, des jours complémentaires, tout ça, enfin, c'est ancré dans le marbre et on a ce dispositif, donc plutôt intéressant à prendre. Et en plus, selon le handicap qu'on peut avoir, les aménagements de poste sont une amélioration pour tous les jours. Et je pense que quand on est bien dans son poste de travail, on exerce bien son métier, on prend plaisir. Donc pour moi, il y a aucun frein à faire cette démarche. Oui, ce serait dommage de s'en priver. Complètement. Aux auditeurs qui nous écoutent, si vous présentez un handicap dit invisible, voici 3 infos en plus. 1. Le statut RQTH est à demander à la maison départementale des personnes handicapées du département dans lequel on vit. 2. Ce statut est confidentiel. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de mentionner la nature du handicap dans la déclaration. 3. La RQTH s'adresse aussi aux jeunes de plus de 16 ans en formation ou aux étudiants en situation de handicap, en stage ou en alternance. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te remercier, Cédric, d'avoir partagé ton expérience. Merci à toi, Alicia. On espère que ça donnera l'envie d'oser à celles et ceux qui n'osent pas. Vous venez d'écouter Yaka, un podcast produit par Abeille Assurance.